juin 1986. Un dangereux criminel sévit dans le sud de l'Angleterre. En 4 ans, il a agressé plus de 18 femmes et violé puis assassiné 3 jeunes femmes. On l'appelle le violeur des chemins de fer. L'enquête piétine. La police contacte alors un expert en sciences du comportement, le docteur David Kanter, pour qu'il dresse le profil psychologique de ce dangereux criminel. David Kanter se plonge alors dans les rapports de police, ceux des médecins légistes. Il épluche toutes les déclarations des victimes qui ont survécu. Après 2 semaines, il fournit un rapport dans lequel il indique à la police 17 indications sur le violeur des chemins de fer. Le tueur est marié mais n'a pas d'enfant. Son mariage se passe mal, le couple a des problèmes. Le tueur est un solitaire qui a peu d'amis. Le tueur est un homme de petite taille qui se sent laid et peu attirant. Le tueur a un emploi manuel tel que plombier, charpentier ou quelque chose de similaire. Au total, 17 prédictions. Sur la base de ces indications, un seul nom ressort, celui de John Duffy. Duffy est marié, mais séparé de son épouse, sans enfant. Il n'a que 2 amis proches. Il mesure 1m65 et son visage est recouvert de cicatrices d'acné. Duffy travaille comme charpentier pour les chemins de fer britanniques, etc. L'enquête confirme alors sa culpabilité. Et le 23 novembre 1986, la police arrête enfin le violeur des chemins de fer. Sur les 17 indications du Dr Kanter, 13 se sont révélées exactes. J'ai lu que cette histoire avait joué un rôle clé dans l'histoire du profilage criminel. Et des histoires comme ça, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, elles ont toutes largement inspiré les séries comme Mindhunter, Criminal Minds, CSI, etc. J'ai eu un déclic. Moi aussi, je veux faire ça. Observer, analyser et tenter de dresser le profil psychologique d'un criminel à partir de son crime. Je crois que j'ai trouvé ma vocation. Je veux devenir profileuse. Vous écoutez l'Uniscope, un podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne. Bon, alors voyons. Profiler en Suisse. Tiens, c'est bizarre. Ce qui ressort en premier, ce sont surtout des formations en ressources humaines et en management. Les profilers et profileuses y sont présentés comme des spécialistes capables d'analyser le comportement et repérer les signaux de non-crédibilité des candidats et candidates lors des entretiens d'embauche. En Suisse, un profiler professionnel intervient soit dans les ressources humaines, soit dans le domaine forensique. Ah voilà, le domaine forensique, c'est ça qui m'intéresse. Alors, le site orientation.ch me recommande de suivre une formation en criminologie à l'université. Formation en criminologie. Université de Lausanne. Bingo! Bon, après avoir épluché les pages du site de l'école des sciences criminelles, j'ai vite déchanté. Moi, je veux vraiment devenir profileuse. Et sous l'onglet FAQ du site de l'école, j'ai découvert qu'apparemment, j'étais pas la seule à m'intéresser à cette profession. Malheureusement, l'école prévient d'emblée. Beaucoup d'étudiants sont attirés par des emplois en vogue, tels que le profiling, profilage par exemple, qui axe son activité sur l'évaluation psychologique des criminels. Il faut savoir que de telles orientations relèvent beaucoup plus, à l'heure actuelle, de la fantaisie cinématographique et de la mode que d'une réalité scientifique bien établie, tout au moins en Suisse et en Europe. Les activités d'analyse criminelle développées au sein de l'école exploitent des données matérielles mieux maîtrisées. L'utilisation du profil psychologique du criminel, comme indice dans les enquêtes, n'a pour le moment pas suffisamment fait ses preuves. Bon, au moins c'est clair. Mais je reste quand même un peu sur ma faim. Ces séries,
même si elles sont fictives, doivent bien être inspirées de quelque part. Surtout qu'après quelques recherches, j'ai quand même l'impression que le métier de profiler existe à l'international, notamment aux États-Unis, évidemment. Le hic, c'est que j'ai pas très envie d'y déménager. Mais alors, pourquoi le métier de profiler n'existe pas en Suisse ? J'imagine que la police doit bien avoir besoin de temps à autre de ce genre de compétences. Je veux en savoir plus. Alors à ce stade, la prochaine étape de mon enquête, c'est de contacter les principaux concernés. L'école des sciences criminelles de l'UNIL et la police. Commençons par la police. En Suisse, la sécurité publique relève principalement des cantons, qui disposent chacun de leur police cantonale chargée des interventions, du maintien de l'ordre et des enquêtes, avec des organisations qui peuvent varier d'une région à l'autre. Certaines communes, selon les cantons, disposent également d'une police municipale, spécialisée dans les tâches de proximité comme le stationnement ou les incivilités. Alors, après de nombreux échanges de mails et coups de téléphone, la police cantonale vaudoise, conjointement à la police municipale de Lausanne, m'a transmis par mail la réponse suivante. Effectivement, le métier dit de profiler n'existe pas dans le canton de Vaud, ni même en Suisse. Au sein des polices, les analystes criminels peuvent être amenés à réaliser certaines formes de profilage, notamment le profilage géographique, qui consiste à estimer la zone probable de résidence d'un auteur à partir des données de localisation disponibles. Dans les faits, la police cantonale ne fait pas du profilage criminel tel qu'on le retrouve parfois dans les films ou séries TV. Ceci s'explique notamment par le fait que les affaires liées à des homicides ont toutes, dans le passé récent, pu être résolues avec des moyens dits classiques d'investigation. Dans le cadre de l'approche liée au comportement, la police cantonale est en revanche active dans la détection de comportements suspects en rue et se base sur une formation initiée par la police zurichoise pour déceler des comportements permettant aux policiers d'agir préventivement sur des auteurs de différents types d'infractions. Au niveau fédéral, l'Office fédéral de la police, FEDPOL, intervient dans des domaines qui relèvent de la compétence de la Confédération, notamment la criminalité grave, le terrorisme et les affaires transfrontalières. FEDPOL assure aussi des missions importantes de coordination et de coopération avec les autorités cantonales et internationales. J'aurais donc passé un petit coup de fil pour leur demander si, chez eux, il y avait des profilers ou des profileuses. J'ai pu m'entretenir avec Stéphane Bicher, chef de la division analyse criminelle. Alors en Suisse, le métier de profiler n'existe pas vraiment tel qu'on le voit dans les films et les séries. En revanche, on retrouve toutes les compétences associées à ce rôle, mais réparties entre différents spécialistes. Il s'agit notamment de criminologues, de psychologues ou encore d'analystes, chacun intervenant dans son domaine d'expertise. Si on prend un exemple, certains experts sont spécialisés dans l'évaluation de la menace. Leur rôle consiste à analyser les facteurs de risque, mais aussi les facteurs protecteurs d'une personne. Dans des situations de crise, par exemple comme une prise d'otage ou un enlèvement, il existe aussi des spécialistes de la négociation. Ils étudient le comportement de l'individu pour adapter au mieux la stratégie de communication. Et enfin, dans les enquêtes judiciaires, l'analyse comportementale peut être utilisée pour orienter les investigations, identifier un suspect potentiel ou préparer des auditions. Que ce soit à FEDPOL ou bien dans les polices cantonales ou communales, ces compétences existent bel et bien. Elles sont simplement réparties entre plusieurs professionnels. En général, les gens qui vont se spécialiser dans ces domaines-là ont une formation initiale en criminologie, en psychologie, voire d'analyste. Et puis ensuite de ça, tout au gré des expériences avec des formations continues, eh bien, ils vont se spécialiser dans un domaine. Très souvent, ils font ça en plus de leur activité normale, puisque ce sont souvent des missions qui sont assez ponctuelles et pas qui occupent un 100% d'une collaboratrice ou d'un collaborateur. Et est-ce qu'il arrive que FEDPOL fasse appel à des collègues étrangers, spécialisés en analyse comportementale ou en profiling ? Et si oui, dans quel type de situation et à quelle fréquence ? Chaque spécialiste possède des expériences propres, hein, et dans certains cas très spécifiques, il peut arriver qu'aucun expert ou aucun spécialiste ne soit disponible en Suisse où il ne dispose de l'expérience nécessaire par rapport au cas. Et dans ces situations-là, FEDPOL ou les polices cantonales peuvent faire appel à des collègues étrangers. C'est notamment le cas pour les crimes particulièrement rares en Suisse. On peut penser aux homicides en série, aux viols en série. Heureusement, donc, ce type d'affaires est très peu fréquent dans notre pays. Et ça signifie aussi qu'on appelle dans ces cas-là les collègues de pays étrangers. Il n'existe pas de statistiques nationales précises sur le recours à ces experts, mais on peut dire que l'utilisation d'analyses comportementaux étrangers reste exceptionnelle en Suisse. Bon,
je crois que j'ai ma réponse. En Suisse, ce métier n'existe pas. Ou du moins, pas en tant que tel. Alors bon, peut-être qu'après tout, je devrais quand même envisager une formation au-delà des frontières helvétiques. D'après ce que j'ai pu lire sur internet, le métier de profiler ne me semble pas 100% fictif non plus. Alors, est-ce que c'est un métier qui existe quelque part? Et si oui, est-ce qu'il ressemble vraiment à ce que j'imagine? Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Julien Chopin, criminologue à la faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'UNIL. Je suis pas profiler, je suis pas policier, je suis juste chercheur à l'université. Mais dans le cadre de mes recherches, j'ai beaucoup travaillé avec ces personnes-là. D'abord parce que j'ai fait une thèse de doctorat sur la question de l'analyse de la gestion des liens entre les crimes sexuels de prédation. Et puis, dans ce contexte-là, j'ai pu travailler avec les personnes en charge de cette tâche en France, qui m'ont fourni un certain nombre de données. On a pu regarder un peu comment est-ce que ça fonctionnait, et puis essayer de mieux comprendre si on arrivait à tisser des liens à travers le mode opératoire, la signature des auteurs, etc. Donc c'est comme ça que je suis rentré finalement pas dans ce milieu-là, mais disons que j'ai été en contact avec ces personnes-là. Et puis après mon doctorat, je suis parti à Vancouver pour faire mon postdoc avec mon collègue, professeur Borgard. Et là, je me suis spécialisé sur la question de la compréhension de l'agression et de la victimisation sexuelle. J'ai beaucoup travaillé aussi sur la compréhension des homicides de nature sexuelle, qui sont justement des événements rares, mais qui sont, lorsqu'ils surviennent, très difficiles à résoudre et à prendre en charge. Donc j'ai développé ces questions-là, et comme c'est évidemment des crimes qui sont traités spécifiquement par les profilers ou les analystes comportementaux, un lien naturel s'est créé en fait à partir, disons qu'ils ont lu les travaux qu'on a publiés, ils ont pris contact avec nous. Mon collègue le professeur Borgard avait déjà un certain nombre de contacts avec eux, parce qu'au Canada c'est évidemment un regard différent. La criminologie est de toute façon beaucoup plus développée. Il y en a à peu près dans toutes les universités du pays. Et les questions de profilage sont beaucoup plus développées aussi qu'en Europe. Par exemple, mon collègue, donc le prof Borgard, donne un cours à l'université sur le profilage criminel. Donc c'est dans ce contexte-là que moi je gravite, disons dans le cadre de mon travail de chercheur, quoi. Ah, donc des profilers ou analystes comportementaux, ça existe. Et Julien Chopin en a bel et bien rencontré. Mais alors, est-ce qu'ils sont nombreux? Ce métier est-il vraiment répandu à l'international? Et quelles sont les différences d'un pays à l'autre? En France, je dirais qu'il y a moins d'une dizaine de professionnels qui font ce travail d'analystes comportementaux, que ce soit dans la gendarmerie ou dans la police nationale, police judiciaire. Au Canada, c'est un système fédéral. En France, c'est un système centralisé. Donc vous avez des différentes unités. Vous avez au Canada au sein de la gendarmerie royale, vous en avez au sein des polices plus provinciales. Il y en a par exemple à la Sûreté du Québec, il y a une unité qui a été créée récemment. Aux États-Unis, finalement, il y a 35 000 membres du FBI, agents du FBI. Et il y a une quarantaine, cinquantaine de profilers qui se baladent à travers le territoire en fonction des différentes missions et crimes commis. Et donc c'est probablement pour ça qu'en Suisse, il n'y a pas un vivier de crimes spécifiques suffisant pour justifier la création d'une telle unité et le développement de tels professionnels. Il est possible que des consultants externes d'autres pays puissent être appelés de manière ponctuelle, mais qu'en tout cas, il n'y a pas en Suisse un volume de crimes qui permettrait de justifier ce type d'unité. La Suisse est un pays plutôt sûr par rapport à... On est sur les niveaux de criminalité des pays du nord de l'Europe. Vous avez, en moyenne, 50 homicides par an. Si on prend des taux, les États-Unis, sur le même nombre de population, vous avez 14 fois plus d'homicides pour le même niveau de population. La Suisse, c'est un pays qui est relativement sûr. Il y a d'autres types de criminalité complexes. Il y a la criminalité organisée, il y a la cybercriminalité, il y a tout un tas d'autres criminalités transfrontalières, etc., qui posent d'autres problématiques à la Suisse. Mais c'est vrai que sur les crimes, les crimes violents, crimes interpersonnels, de prédation, c'est plutôt moins en Suisse, ou en tout cas, c'est plutôt, disons, des crimes qui sont gérables par des unités classiques d'enquêteurs qui sont très bien formés et habilités à travailler sur ces questions. La plupart des homicides, c'est des affaires qui sont faciles à résoudre. C'est souvent commis par quelqu'un qui est proche de la victime. Par exemple, si vous regardez ensuite, la plupart des homicides, c'est des féminicides. Donc c'est le mari qui tue la victime. Donc pour la résolution, vous n'avez pas besoin d'un profiler. Ça va assez vite en général. De la même manière que les agressions sexuelles, la plupart des cas sont commis par des gens qui connaissent la victime. D'accord ? Donc c'est pareil, si la victime est toujours vivante et qu'elle dénonce le crime, en général, la résolution, elle est plutôt aisée. Donc il faut se dire que c'est des affaires particulières qui arrivent pas si souvent que ça. Oui, effectivement. D'ailleurs, la police cantonale vaudoise et Faite-Paul me l'avaient elles aussi confirmé dans leur réponse. On a de la chance qu'en Suisse, il n'y ait pas besoin de ce genre d'unité. Mais puisqu'ailleurs il en existe, à quoi ressemble le travail d'un profiler
dans la vraie vie? Il y a plusieurs étapes en fait dans le travail du profiler. On dit profiler, mais souvent en Europe, ou en tout cas en français, on parle d'analyste comportemental. C'est globalement la même chose. Il y a différentes étiquettes en fonction des pays, mais globalement c'est la même chose. La première chose, c'est on collecte des informations directement sur la scène de crime. La plupart du temps, c'est des crimes, des homicides. Donc c'est fait surtout par les policiers et puis par les enquêteurs qui sont en charge de l'enquête. Et puis finalement, tous ces éléments sont envoyés à ces fameux analystes comportementaux ou profilers. Le profiler n'est pas un enquêteur. Qui, à partir de ça, vont depuis leur bureau, donc ça casse déjà un premier mythe, c'est que la plupart des profilers ou des analystes comportementaux, ils vont pas sur les scènes de crime. En tout cas, ceux que je connais, c'est comme ça que ça fonctionne au Canada et en France, c'est très très rare que des analystes aillent sur la scène de crime. Ils reçoivent tout ça dans leur bureau. Et puis à partir de là, ils essayent d'établir, sur la base de leurs connaissances, mais également sur la base des publications scientifiques, de ce qui se fait en sciences, d'essayer d'établir un profil probabiliste de l'individu qui pourrait être suspecté d'avoir commis ce crime. La deuxième compétence majeure des profilers et analystes comportementaux, c'est aussi d'être capable, lorsque un suspect a été identifié, d'arriver à identifier la personnalité, de travailler sur la personnalité de cette personne. C'est pour ça que c'est des professionnels qui ont des compétences spécifiques, notamment en psychologie, d'arriver à préparer les auditions. Parce que, dépendamment de si vous êtes avec tel type de personnalité ou tel type de personnalité, les études montrent qu'effectivement, il y a des manières de s'y prendre pour obtenir une meilleure collaboration des personnes que vous avez en face. Donc ça, je dirais, de ce que moi j'ai pu observer, en tout cas, je dirais que ça, c'est un axe très important du travail des analystes comportementaux. Ah, bon, effectivement, c'est pas tout à fait l'image que j'avais en tête. J'imaginais plus de terrain et un peu moins le nez dans la littérature scientifique. Donc finalement, je suis pas sûre que ça me botte toujours autant. Même si, au fond, un analyste comportemental, c'est quand même une sorte de détective de la personnalité. Alors, si je reste sur mon idée, quelles études est-ce qu'il faudrait que j'envisage ? Si je prends ce que moi je connais, ce que j'ai pu observer, que ce soit en France ou au Canada, mais même aux États-Unis, c'est la même chose. Il faut avoir fait des études, disons, de base dans le domaine de la psychologie, de la criminologie, parfois du droit, parce qu'il y a un côté réglementaire et légal dans tout ça. Puis après, c'est des personnes qui, la plupart du temps, se sont engagées dans les forces de police et ont eu l'opportunité, par le biais de leur profil ou de leurs compétences spécifiques, d'intégrer une unité spéciale et d'avoir, par ce biais, des formations spéciales qui sont données, mais dans le cadre de formations de police, quoi. Souvent, c'est des formations qui sont faites avec le FBI, à Quantico, avec l'unité dédiée. Encore une fois, cela confirme bien ce que Paul m'a dit. Il n'existe donc pas de formation directe pour devenir profiler. On travaille dans la police, puis, au gré des besoins, des opportunités et des formations continues qui se présentent, on se spécialise dans un domaine plus ou moins proche. C'est important de casser un peu ces idées préconçues sur les profilers et de Clarice Starling qui va rencontrer Hannibal Lecter, qui va sur les scènes de crime, etc. Parce que ça se passe pas du tout comme ça. Puis, à ma connaissance, ça s'est jamais ou rarement vraiment passé comme ça, en tout cas dans la plupart des cas. C'est vraiment, il faut voir l'analyse comportementale, non pas comme un super enquêteur ou un super agent qui a des connaissances tellement développées dans un domaine qu'on va l'appeler pour résoudre un crime complexe. Un analyste comportemental, il résout pas de crime, rien. Il résout aucun crime. Une analyse comportementale, un profiler, c'est vraiment quelqu'un qui va ajouter une couche à l'enquête, mais comme il y a plein d'autres possibilités, pour permettre aux enquêteurs d'accroître leurs chances de résoudre un homicide, le cas échéant, ou une agression sexuelle, etc. C'est vraiment une aide supplémentaire, c'est un point de vue à un moment de l'enquête. Puis c'est un peu ça qui est un peu le piège, finalement, c'est que c'est pas très clair, même pour les policiers souvent, même pour les enquêteurs, le rôle que doit tenir le profiler et l'analyse comportementale. Parce que même dans les polices, les enquêteurs ont des attentes qui sont surdimensionnées par rapport au rôle réel de ces personnes, quoi. C'est vraiment important de distinguer ce qui est véhiculé et ce qu'on pense, et puis le rôle réel, et ça les dessert. Le profilage est assez décrié sous un certain angle. Les policiers ont probablement, comme nous tous, eu ce biais lié à la culture populaire, de la même manière que quand on regarde certaines séries, le CSI, etc. C'est pareil, les techniciens de scène de crime, les spécialistes de la forensique, c'est pas des gens qui vont résoudre les crimes, c'est des métiers différents, c'est des temporalités différentes, puis c'est cet amas de métiers, de compétences, etc. qui vont permettre aux enquêteurs qui sont en charge des enquêtes et qui vont utiliser les compétences des différents professionnels et experts qu'on leur met à disposition pour résoudre ces enquêtes. Si les séries exagèrent largement le rôle du profiler et que dans la vraie vie, il ne résout pas une affaire à lui tout seul, est-ce que ça peut quand même arriver que son analyse fasse basculer une enquête ? C'est rarement que le profilage, l'analyse comportementale va permettre d'interpeller quelqu'un. Dans l'étude de Cobson, par exemple, sur 184 enquêtes en Angleterre, il y a 14,1% des cas qui ont été résolus par le biais du profilage. Donc ça veut dire que tout le reste l'a pas été.
Cette étude a été menée en 1995 par Gary Cobson, officier au Home Office britannique, dans le cadre d'une évaluation nationale de l'usage du profilage criminel par la police. Mais d'autres recherches ont également abouti à des résultats du même ordre de grandeur, et montrent que la place du profiler au sein d'une enquête est beaucoup plus secondaire que ce qu'on a tendance à imaginer. Il y a des études qui montraient que sur 100 affaires, par exemple, un profiler va aider à la résolution de moins de 10% des affaires. Son analyse va être impliquée dans la résolution de moins de 20% des affaires, mais on a quand même entre 65 et 70% des enquêteurs qui sont contents d'avoir les profilers avec eux, soit parce que ça les rassure, d'avoir l'impression d'avoir une espèce d'autorité supérieure, ou en tout cas d'avoir quelqu'un qui connaît spécifiquement ces types de crimes en particulier, mais aussi parce que les profilers ont permis peut-être d'ouvrir une hypothèse ou d'explorer quelque chose qui n'a pas eu un rôle direct dans la résolution de l'enquête, du crime, mais a permis aux enquêteurs peut-être de réfléchir différemment, et donc par leur présence va permettre d'arriver à des résultats concluants. Donc il faut bien distinguer la place du profiler dans l'enquête et la résolution directe du crime et son rôle comme aide, ou en tout cas comme personne qui va permettre d'ouvrir un petit peu les hypothèses et permettre aux enquêteurs de terrain pas se focaliser uniquement sur un profil, un axe qu'ils auraient eux-mêmes identifié, parce que les enquêteurs font des hypothèses au début des crimes. Donc le but, c'est d'élargir le plus possible. Donc la résolution, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne dans très peu de cas, mais parce que ça n'a pas été pensé pour ça. Et c'est par le biais justement des séries, etc., où on a ce super enquêteur qui vient sur la scène de crime. En général, ça se passe avec les polices locales aux États-Unis, qui vient, qui reprend l'affaire et qui résout le crime. Mais ça se passe pas du tout comme ça. Dans les séries, le profiler est souvent perçu comme une personne dotée d'une intuition hors norme et d'une intelligence émotionnelle particulièrement développée. Mais dans la réalité, c'est pas le cas, et certaines failles sont inévitables. Il y a quand même un certain nombre de limites dans ce que les études nous montrent. Pour vous donner des exemples, il y a au moins 3 études qui me viennent en tête qui ont réalisé plus ou moins des protocoles similaires où finalement on prend des affaires qu'on donne à des profilers et puis on prend des groupes contrôle. Donc les groupes contrôle, il y a des étudiants en psychologie, il y a des gens qui n'ont pas vraiment de connaissances sur le domaine. Puis il y a une étude australienne notamment où ils ont utilisé des voyants, des médiums pour compléter leur groupe contrôle. Puis ce qu'ils montrent, c'est que pour établir des personnalités spécifiques, pour les agresseurs sexuels, les profilers sont légèrement meilleurs que les autres, mais que pour la plupart des autres crimes, il n'y a pas vraiment de différence qui est observée. Il y a Pinizzotto et Finkel en 1990 qui montrent que les profilers arrivent à mieux établir le profil que les non-profilers pour les agressions sexuelles, mais pas pour les meurtres. Une étude de 1995 en Angleterre, selon laquelle le profilage est utile pour résoudre... c'est celle dont je vous parlais avant. 14,1% des cas, des nouvelles pistes dans 16,3% des cas, mais il y a 82,6% des enquêteurs qui le perçoivent comme utile. Donc il y a un certain biais de confirmation. Et puis, une étude de Richard Coxis, qui est un des chercheurs qui travaille sur ces questions donc en Australie. C'est dans cette étude dans laquelle ils ont intégré les médiums. Et donc, que les profilers sont légèrement supérieurs pour évaluer et comprendre les processus cognitifs et les comportements délictueux, mais que les psychologues sont meilleurs pour comprendre les traits de personnalité. C'est des études qui, encore une fois, viennent remettre un peu l'église au centre du village, dans le sens où, oui, ils ont des compétences spécifiques, oui, ça peut être utile à l'enquête, mais non, c'est pas des gens qui arrivent à identifier des suspects comme ça, qui arrivent à faire des analyses psychologiques hyper développées de certains individus, etc. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est cette idée que c'est une aide, puis ça permet d'ouvrir, ça sert pas à identifier des gens. C'est de dire, voilà, peut-être, vu ce qu'on a, vu ce que la littérature dit, vu un certain nombre d'éléments, vu les connaissances psychologiques en l'état, peut-être que la personne qui a fait ça est peut-être comme ça. Mais peut-être pas. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est un peu ce qu'on appelle le paradoxe de la personnalité, c'est que finalement, en profilage, on infère des traits de personnalité à partir de comportements. Sauf que les comportements sont évolutifs et les traits de personnalité sont aussi évolutifs. En fait, on se base sur l'idée même que tout est très figé, tout est très stable, alors que ce qu'on voit maintenant dans les études sur les agressions sexuelles, dans les études en tout cas sur les homicides sexuels, c'est qu'il y a évidemment une petite partie de la personnalité de l'auteur qui va jouer sur, disons, les comportements. Comme nous tous, nos personnalités influent une partie de nos comportements. Mais en fait, ce qui influe le plus nos comportements, c'est ce qu'on appelle l'environnement et le situationnel. Ça, c'est ce qui impacte le plus, c'est-à-dire ce que vous aviez prévu ou pas prévu, mais tout ce qui vient de l'extérieur finalement. Vous avez une idée de comment ça doit se passer, puis finalement, il y a un ensemble d'événements, d'éléments qui font que ça se passe pas comme vous aviez prévu. Si, à l'instant T, je réagis avec de l'agacement, une voix plus sèche, une impatience presque surprenante, est-ce que c'est parce que je suis fondamentalement quelqu'un d'irritable, quelqu'un de nerveux par nature,
Ou est-ce que c'est simplement l'événement extérieur, un retard imprévu, une pression de temps, une accumulation de petites contraintes, qui est venu bousculer mon état habituel, plutôt calme et posé, et qui m'a fait glisser, le temps d'un instant, vers une réaction plus tendue, plus réactive, presque à l'opposé de moi-même. Et dans ce cas, ce qu'on appelle ma personnalité, est-ce vraiment ce que je suis en profondeur, ou seulement la façon dont je réagis lorsque le contexte me pousse dans mes retranchements? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la personnalité, ou paradoxe de la cohérence. Sur la durée, notre personnalité est stable, mais notre comportement, lui, varie en fonction des situations, au point où une personne peut parfois incarner des traits opposés, timide, extraverti, bordélique et maniaque. C'est pourquoi, au final, inférer la personnalité d'un individu, c'est délicat. Mais si aujourd'hui, l'usage du profil psychologique du criminel comme outil d'enquête peine encore à faire ses preuves de manière solide et systématique, les séries ne l'ont cependant pas inventé de toutes pièces. D'où naît ce mélange de science, d'intuition et de fantasmes autour du profilage. Dans les précurseurs, il y avait au 19e siècle le docteur Thomas Bond qui a travaillé donc sur l'affaire de Jack l'Éventreur et qui est un des premiers à avoir imaginé pouvoir faire des liens entre les scènes de crime qu'il observait et des caractéristiques spécifiques de l'auteur qu'il suspectait d'avoir commis ces crimes. Ensuite, on a toute la criminologie positiviste de la fin du 19e siècle, début du 20e, avec Lombroso, donc c'est un petit peu différent, c'est pas du profilage, mais disons que dans l'idée, là, c'était de regarder les différentes aspérités du crâne humain et puis d'essayer d'inférer sur la capacité de l'homme en fonction des aspérités du crâne, ce qu'on appelle la phrénologie, sa propension à commettre des crimes. C'est un truc qui n'existe plus du tout maintenant, puis ça a été réfuté assez largement, mais disons que c'est pour illustrer l'idée qu'on avait au 19e siècle de faire des liens entre les caractéristiques physiques et les comportements criminels. Puis c'est vraiment une passe importante de l'histoire de la criminologie, cette fameuse phrénologie, et ces liens qui pouvaient être établis. Au 20e siècle, vous avez Walter Lang qui a dressé le profil psychologique d'Hitler et qui est en fait la première utilisation institutionnelle d'un profil psychologique, en tout cas à ma connaissance. Vous avez ensuite l'affaire du Mad Bomber qui était en 1956. Et là, c'était un individu inconnu qui posait des bombes à différents endroits aux États-Unis. Et c'est la première fois que le profilage criminel a été utilisé et ça a fonctionné puisque le profil qui avait été établi par ce psychiatre, donc James Brussel, était quasiment tout juste et a permis d'identifier donc cet individu. Et puis est arrivée ensuite l'institutionnalisation dans le FBI, avec tout d'abord la création de l'unité des sciences de comportement au sein du FBI, et puis cette première grande enquête, qui était à l'époque une grande enquête, les 36 tueurs qui ont été interviewés par donc Ressler, Douglas et Burgess, et qui vraiment sont à l'origine de toutes les études. C'est une étude clinique, mais en même temps c'est la première étude empirique sur cette question-là, où on sort du cas spécifique, et puis on essaye de tirer de la connaissance à partir de 36 individus qui étaient incarcérés dans les prisons aux États-Unis. Cette fameuse grande étude a été menée à la fin des années 70. Robert Ressler et John Douglas, deux agents du FBI, rejoints plus tard par la psychiatre Anne Burgess, ont en effet mené une série d'entretiens approfondis dans les prisons, avec des tueurs et agresseurs violents. D'abord de manière informelle, avant qu'une étude plus structurée ne soit lancée. Cette seconde phase a porté sur 36 criminels, interrogés à l'aide de questionnaires très détaillés pour tenter de comprendre leurs motivations, leur schéma de pensée et leur mode opératoire. L'objectif était clair, faire émerger des régularités, des profils types et transformer ces observations en un véritable outil d'enquête. Une démarche pionnière qui a alors posé les bases du profiling moderne, tout en ouvrant déjà certaines questions sur sa portée réelle et ses limites. Bon, on l'a vu, les séries qui m'ont donné envie de devenir profileuse se sont clairement inspirées de l'histoire du profilage. La série Mindhunter, notamment, s'appuie directement sur la fameuse étude de Ressler, Douglas et Burgess. Au fond, je sais pas si je veux toujours viser ce métier. Je me rends compte désormais qu'il y a de grosses différences entre ce que j'imaginais et ce qui existe en réalité. Pas sûr que les statistiques, le travail de bureau et les journées le nez plongé dans la littérature scientifique soient vraiment faits pour moi. Mais j'ai quand même demandé à Julien Chopin son avis, pour moi, ou pour toutes les personnes qui, peut-être, ont déchanté en voyant qu'il n'y avait pas de cours de profiling à l'UNIL, et cherchent un plan B. Dans ces cas-là, quelles seraient ses recommandations ? Déjà, il faut effectivement bien réaliser que c'est une profession qui n'existe pas, en tout cas en Suisse. Il faut sortir de cette idée du super agent profiler, parce que ça n'existe pas et ça n'existe nulle part.
Mais il faut bien réfléchir de pourquoi est-ce qu'on a cet intérêt et puis essayer justement de se confronter à la réalité puis de tous les mythes dont on a discuté aujourd'hui. Et puis après, essayer de voir quels sont les intérêts plus spécifiques de ces personnes, pourquoi est-ce qu'elles veulent être profilers. Et après, il est possible effectivement de faire des études sur des thématiques, de se spécialiser dans certains domaines, délinquance sexuelle, victimisation, etc. Et puis d'intégrer ensuite la police via une école de police et de travailler dans des unités spécialisées qui traitent directement de ces questions. Vous venez d'écouter un épisode de l'Uniscope, le podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne. Merci à Julien Chopin, criminologue chargé de recherche et enseignant à la faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'UNIL, de nous avoir éclairés sur ce métier souvent victime de nombreuses idées reçues. Merci aussi à la police cantonale vaudoise, à la police municipale de Lausanne, ainsi qu'à Stéphane Bicher, chef de la division analyse criminelle à l'Office fédéral de la police, pour leurs éclairages concrets sur les réalités de la profession en Suisse.